Donc vous avez aussi une bonne brochette du côté de l'Asie et une forte concentration des Camerounais aux États-Unis. Ça, aux États-Unis et Canada. Au Canada également. Oui, nous avons pratiquement presque un demi-million de Camerounais au Canada, entre ces deux pays. Oui. Donc, quand je l'ai dit, c'est déjà pour qu'à partir de ces indicateurs chiffrés, que vous puissiez bien comprendre le développement qui va s'en suivre. Beaucoup des compatriotes ont acquis la double nationalité. Ça, c'est d'un d'abord. Oui. Ce qui fait en sorte que, au regard de la loi de 69, je crois. La loi électorale. Non, je veux dire même la loi sur la double nationalité, 69. Voilà. Beaucoup ne sont pas à même d'être enrôlés dans le processus électoral. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de Camerounais aussi à l'étranger qui sont en situation irrégulière. On ne le dit pas souvent assez, mais c'est une réalité. Maintenant, pour les autres qui jouissent encore de leur nationalité camerounaise, qui sont en régularité, il faut se dire que nombreux sont diasporiens et peu nombreux sont Camerounais de l'extérieur. Je vais faire le distinguo. Oui, justement, c'est la question. Un diasporien, c'est quelqu'un qui est parti et qui se tourne davantage vers l'extérieur. Il fonde sa famille, il dit il est plus français que Camerounais, il ne veut plus revenir ici. D'autres te disent même que je ne veux même plus entendre parler du Cameroun. Voilà, mais il a encore ses papiers camerounais. Vous voyez, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans cette logique-là. Maintenant, ceux de l'extérieur, c'est ceux qui peuvent partir, revenir faire des investissements et tout, qui ont encore une fibre patriotique en rattachement avec leur pays d'origine. Ça fait donc que ce sentiment-là génère pour beaucoup un désintéressement des questions politiques sur le Cameroun. Voilà. On a quand même cette impression-là, parce que quand on essaye d'évaluer, même en 2018, on avait un taux assez faible. Ce sont des réalités. Aujourd'hui, par exemple, je vais donner un autre chiffre. Vous avez environ 26 à 27 000 inscrits sur toute la diaspora. Donc, ça veut dire sur 5 continents, vous avez 27 000 Camerounais qui sont inscrits. Et vous voyez donc le gap entre 6,5 millions de Camerounais qui sont à l'étranger et 27 000 Camerounais qui sont inscrits. C'est déjà pour dire que les Camerounais, en réalité, à l'étranger, ne s'intéressent pas davantage à la question politique et au fait qu'ils ont un rôle majeur à jouer. Ça fait donc que quand vous prenez... Mais on les voit quand même présents sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, justement, ça c'est un autre pan. Maintenant, s'il faut arriver maintenant sur la question décisive prise sur le prisme de l'animation ou de la vitalité que nous observons sur les réseaux sociaux, nous pouvons dire qu'il y a une petite brochette des Camerounais qui sont rentrés dans ce que nous appelons l'activisme politique. Et c'est eux que vous allez trouver en Europe, sur les réseaux sociaux et quelquefois aux États-Unis, qui animent à longueur de journée sur leur plateforme de par leur position et agitent les questions politiques en termes de changement et autres. Mais ce qui est naturellement observable, c'est que certains de ceux qui sont là, je vais vous prendre une image très claire, parce que j'aime dire des choses quand je trouve en plus M. Niemek sur le plateau, ça me fait. Vous savez, beaucoup de ces gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils font cette agitation parce qu'ils sont dans le processus de quête des papiers en tant que réfugiés politiques. Ce que, par exemple, le ministre Mounouna Futso a vu, vous avez vu la brutalité avec laquelle ils l'ont attaqué. Et en réalité, tous aujourd'hui sont en débandade, ils ont fui la Belgique. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés il y a quelques mois de l'Italie pour la France et peut-être en Belgique, parce que tous ces pays-là, vous pouvez circuler librement. Et aujourd'hui, il faut poser des actes ostentatoires qui sont filmés et qui seront versés dans leur dossier afin que cela puisse faciliter l'octroi de leur statut de réfugié. Et c'est eux donc que vous voyez avec véhémence, avec brutalité, se mouvoir sur la toile. Ça fait donc que le jeu politique en lui-même, ils sont totalement à côté. Je n'ai pas envie de leur donner les noms ici, mais vous allez observer que s'ils étaient vraiment sérieux, ceux qui sont dans l'activisme politique, vous allez voir par exemple
J'ai vu, on a lancé un mouvement sur les poubelles il y a quelques semaines. Oui. Et vous aurez aussi lancé un mouvement de challenge de carte d'électeur. Ils n'ont même pas la capacité de se rendre auprès des ambassades pour être enrôlés par Elecam afin de pouvoir jouir de leur droit de vote. Ça fait donc qu'à partir de ces éléments plausibles, objectifs et réels dont je vous fais part, comment donc pourront-ils participer de façon décisive au changement politique dont certains aspirent, sinon un bon nombre de compatriotes. D'accord, merci beaucoup pour votre première prise de parole avec M. Jean Baïha. Quand même, il a essayé d'évoquer déjà plusieurs difficultés auxquelles font face voilà, les Camerounais de la diaspora. Il a parlé entre autres de la question de double nationalité qui semble encore un peu voilà, bloquée, on va le dire ainsi. Alors peut-être à côté, il y aurait d'autres problèmes. Est-ce que ça ne serait pas également lié à la disponibilité des structures d'inscription, voilà, notamment voilà, Elecam qui semble ne pas être permanent? Non. On ne peut pas dire que l'Elecam n'est pas permanent. Il y a tout simplement ce problème de papier. D'autres ne sont pas en conformité, n'ont pas leur papier. Parce que quand on vous parle de 6 millions, moi j'ai essayé de jeter un coup d'œil là. J'ai vu qu'entre Belgique, Italie, France, Allemagne, Suisse, 82 300 Camerounais. Mais est-ce que dans les 82 300 Camerounais, tous sont en règle? C'est la question. Alors vous comprenez tout simplement que la vraie diaspora ne fait même pas trop de bruit. Tout ce que vous voyez jeter les tomates, enfariner les gens, ce sont même généralement des sans-papiers. Vous n'allez pas voir un type qui est réellement dans la diaspora, qui est en règle et qui connaît la loi de comment on vit dans ces pays-là, venir enfariner ou jeter des tomates. Non. Je pense que même quand c'est une voix, ça peut avoir un impact. Celui qui vit là-bas est mieux placé que moi. Il a dit que ce n'est pas ça, mais moi je pense que dans le jeu électoral, on a dit une voix est une voix et elle compte. Donc la diaspora peut-être ne peut pas impacter parce que ça ne fera pas l'unanimité, mais je crois que leur participation, et je profite pour interpeller nos frères qui sont surtout sans papier, de se mettre en règle, parce que vous ne pouvez pas vouloir dire que vous changez les choses avec la bouche. Et vous êtes là, vous n'êtes pas en règle. Donc je pense que c'est une interpellation. Elle est quand même disponible, parce que je me souviens que le Mbombo qui est parti rentrer des États-Unis pour une tournée où il était en campagne pour faire inscrire les Camerounais, professeur Titi Mwelpe à son âme. Il rentrait de là et après une séance de travail, il devait repartir. Donc je pense qu'il est quand même suffisamment disponible au sein des ambassades. Mais vous savez que si je suis sans papier, j'irai faire quoi là-bas? On va beau dire qu'aujourd'hui, on doit enrôler les Camerounais. Je n'irai pas là-bas parce que je suis sans papier. Donc, je n'ai pas, un intérêt. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais à côté, on a également qui parle justement d'un problème lié au coût d'inscription. Parce que si vous devez par exemple quitter le nord, voilà, le nord de la France, ou aller vous inscrire à Paris, vous qui faites constamment le tour, je pense que c'est une réalité. Cela pourrait quand même justifier également voilà, ce faible taux de participation de la diaspora quand on parle d'élections présidentielles, puisque c'est ce qui est à l'ordre du jour ce matin. Jules Price. Bien, présidentielle 2025, la diaspora peut-elle être décisive? C'est le thème. Oui, je pense que si on circonscrit, j'ai rapidement évacué la problématique de distance à laquelle vous êtes... pour laquelle vous êtes battu, en termes de coût, en termes de... Beaucoup sont pleins quand même. Oui, bon, mais la question centrale est-ce que cette diaspora peut être décisive? Il faudrait bien que les téléspectateurs comprennent dans quel sens on voudrait amener la question décisive. Moi, quand on m'a proposé le thème, j'ai dit oui. La diaspora camerounaise peut être décisive si elle fait des propositions dans le sens, de l'amélioration de l'organisation de notre élection présidentielle, la présidentielle 2025, qui est à l'ordre du jour. Comment? On a vu comment les élections sont organisées en Europe, en Asie, vous l'évoquez tantôt au Canada, un peu partout. Ils peuvent s'inspirer de ce modèle-là et faire des propositions concrètes à ceux qui dirigent
processus qui conduit l'électorat. J'ai conduit des travaux dans ce sens et avec une quarantaine de recommandations. Et je peux d'ailleurs vous dire que l'inscription que vous avez vue reprendre l'année dernière, c'est suite au colloque qu'on avait organisé à Paris qui a vu les gens venir des 5 continents, qui a permis à ce qu'on reprenne parce qu'il n'y avait pas de machine fonctionnelle dans toute l'Europe. C'était quelque chose de surprenant. Et surprenant? C'est comme ça que nous avons fait au Cameroun. Nous avons échangé avec l'ambassadeur Ekoumou. Et nous sommes venus ici à Yaoundé, avec le Premier ministre nous a écoutés à la présidence et tout de suite les mesures ont été prises, des mesures correctives. Donc c'est juste pour vous dire que des propositions sont faites, mais je crois que la thématique de ce matin qui porte sur la présidentielle renvoie à des éléments purement techniques. Ça veut dire quels sont les chiffres. Voilà, parce qu'aujourd'hui, peser sur une élection et faire un plaidoyer, parce que ce dont vous évoquez aujourd'hui, c'est la question du plaidoyer. Et je suis d'accord avec vous que le plaidoyer doit se poursuivre de façon incessante, mais dans les règles de l'art. Mais si elle a soulevé ce problème, c'est parce qu'aujourd'hui, nous observons une agitation, une diaspora malodorante qui agit de façon brutale et sauvage, qui met en difficulté même le bon travail qui est censé être fait ou qui est fait. Et ça fait donc qu'à partir de là, comment peut-elle être décisive si elle est une diaspora qui appelle à casser, qui invective les autres, qui pourchasse? Je vais vous dire quelque chose. Les gens font une rencontre en Angleterre et ils disent que tous ceux qui iront voter, selon eux, qui ne seraient pas d'un bord politique, voilà, seront pourchassés. Comment pensez-vous qu'avec ce genre d'agissement, voilà, on puisse avoir un processus sain? À la rigueur même, notre diaspora, elle renvoie un message de dangerosité. Donc, du coup, les autorités même sont même à même, M. Niamey, de se braquer. Donc, mais ces gens-là, ils peuvent être plus dangereux. Avec votre permission, M. Nguédé, je suis fier de savoir et de constater qu'à l'entame de cet échange, vous avez vous-même définir ce que c'est que la diaspora. Et tout à fait. Et au cours de... Moi, je vous ai écouté attentivement. Vous avez justement dit qu'il y a une bonne et une mauvaise diaspora. Et je crois que la diaspora à laquelle nous faisons allusion dans l'émission, c'est la diaspora positive. Non, elle doit impacter. Donc, elle doit impacter, mais on a quand même ces personnes de la diaspora qui ont un comportement quasi refractaire sur les réseaux sociaux. Cela ne peut pas avoir un impact ni positif, ni négatif sur le déroulement de l'élection. Oui, parce qu'ils ont quel levier à actionner? Monsieur Nguédé l'a dit, il est coordonnateur de plusieurs structures d'encadrement de cette diaspora-là. Quand toi, Viviane, tu ne peux pas aller à un bureau de vote, c'est-à-dire ta présence ne se justifie pas, penses-tu pouvoir y apporter un élément positif ou négatif? Je ne pense pas. Parce que tu n'y as même pas accès. Tu n'as même pas la possibilité de pouvoir y aller. Donc moi je pense qu'on doit mettre cela de côté. On a leurs actions dans nos médias, tant audiovisuels qu'écrits. Je pense que nous devons avoir une attention assez poussée pour ceux-là qui peuvent nous apporter un plus, c'est-à-dire la diaspora positive. Et je pense qu'elle peut être décisive en termes de sensibilisation. Vous le savez, il ne suffit pas seulement de se faire inscrire sur une liste électorale. Il faut bien, le jour du vote, avoir la force, le courage d'aller opérer un choix. Et le choix, ceux qui pensent qu'il faut changer les choses en place au pays, devraient donc aller ce jour-là, exercer leur droit de vote et choisir les responsables qu'ils veulent pour l'avenir du pays. S'ils ne le font pas, forcément, le statu quo décrit par certaines personnes sur le plateau va continuer à impacter négativement ou positivement, c'est selon le quotidien des Camerounais. Donc, pour ma part, la diaspora peut être décisive en termes de contribution, tant avant, pendant
ou après le processus électoral lié à la présidentielle 2025. D'accord, merci beaucoup Pierre Blériot-Niémé. Comment elle peut donc être décisive véritablement quand on observe ce faible taux? On a l'impression que la diaspora elle-même se met parfois à l'écart, ne s'implique pas véritablement. Quand on va parler de vote, combien seront-ils devant les gens pour essayer de faire un choix? Comment est-ce qu'on pourra donc y arriver? Quelques solutions pour essayer d'améliorer ce taux minoritaire? On ne gagne pas seulement une élection par sa participation propre, mais également, et c'est le nœud, par les financements. Voilà. Cet aspect-là, la diaspora peut l'influencer à un bon niveau. Vous avez tous relevé, les autres panélistes ont relevé le ventre mou de cette diaspora. Et je prévenais déjà cette forme de diaspora, de son propre déclin. Lorsqu'elle a commencé à ostraciser une partie des populations. C'est ça. Je leur ai dit que la voie que vous prenez là est une voie piégée. Et après 2025, après l'élection présidentielle, cette diaspora va revenir à de meilleurs sentiments parce qu'elle comprendra qu'il lui faut encore à peu près 7 ans. Maintenant, même si l'élection était bien organisée, le président en place ne laisserait pas qu'on le batte. Ça, il ne laisserait pas. Il n'a pas vocation à laisser les choses se passer de cette façon-là. Il veut terminer ses jours au pouvoir. Ça, il faut que ce soit clair. Quand vous m'entendez, ce n'est pas une blague. Dire que je serai candidat en 2032, c'est parce que je sais que 2025 est plié. Il ne laissera personne le battre en 2025. Personne. Même si vous venez de la Lune. Même si c'est Jésus qui vient pour être candidat contre Paul Biya ne laissera pas. Donc en 2025, il va plier ça. Moi, je veux que nous comprenions quelque chose. Le système devra changer après Paul Biya. Paul Biya a fait ce qu'il a pu. Forcément. Laissons-le, bon, moi je termine, parce que ne mettons pas le pays à feu et à sang. Ce président-là veut terminer ses jours heureux à la tête du Cameroun. Maintenant, commençons à réfléchir sur comment nous allons transformer notre pays. Et la première lutte pour la diaspora, c'est de s'unir déjà là-bas. C'est ça. D'arrêter de dire, parce que quand ils sont dans des réunions des diasporiens ou des diasporiens, au lieu de parler du Cameroun, ils parlent d'un parti politique. Certains diasporiques veulent imposer le MRC aux gens de la diaspora. Si tu n'es pas MRC, tu n'es pas de la diaspora. Ce glissement-là est dangereux. Vous comprenez? C'est-à-dire que politique à l'extérieur égale adhérer au MRC. Non, non, je dis non. On peut imaginer des alternatives ou des alternances différentes que de dire que nous sommes communautaristes, d'autres candidats, c'est Maurice. Maintenant que vous savez par exemple que Maurice Kamto ne sera pas candidat, réfléchissez à nous proposer des options venant aussi de votre côté. Votre focalisation, je vous réponds pour ça. Dès que octobre passe là, vous allez arrêter de faire ce bruit, puisque le dossier Kamto sera fermé, on va passer à un autre. C'est ça le grand problème de la diaspora aujourd'hui, c'est Kamto. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec Kamto, tu es foutu. Et les gens du RDPC, ils disaient là, on a pris des mesures, c'est bien. J'ai suivi même la CRTV hier, commencer à inviter les gens à relayer des informations sur les inscriptions sur les listes électorales. Il y a quelques mois, le ministre Atangandi avait formulé un communiqué dans lequel il disait qu'il ne fallait pas aller prendre les gens de force chez eux pour qu'ils s'inscrivent. Ce qu'on disait là à la CRTV hier, c'était quoi? Si vous voulez d'un pays qui soit véritablement démocratique, un pays civilisé, incitez les populations à s'intéresser à la politique. Vous allez voir des vrais politiciens émerger. Ne donnez pas l'impression que vous bloquez le jeu politique pour que quelques loupards viennent se présenter là, étant surtout contrôlés par vous. Le Cameroun ne vit pas encore un système normal. Nous sommes dans un système anormal. 20 secondes, 20 secondes juste. Oui, on va prendre les messages des téléspectateurs. 20 secondes pour dire que cette diaspora sera également décisive sur le plan financier. Vous savez, des candidats présents à des candidatures qui seront admises par les instances compétentes en termes de financement, auront besoin d'argent. Vous voyez certains candidats
prétendument Sauf que le monde, lui, n'a pas besoin d'argent. Hein. Non, il y a un candidat qui a commencé à demander de l'argent, mobile money, tout ça. La diaspora positive en question peut être décisive en apportant le financement voulu à ces camps. Vous parlez de diaspora positive. Est-ce qu'on ne faudrait pas plutôt parler de diaspora silencieuse? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des diasporiens, je ne sais pas comment on les appelle. C'est bien dit. Ce que vous dites est très important. La majorité silencieuse dans la diaspora, c'est elle-même qui est la plus forte. Voilà, en termes de capacité financière, de capacité de lobbying, parce que vous avez les Camerounais qui sont dans les plus grandes instances du monde, voilà, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan financier, c'est vraiment les Camerounais, c'est du top en Afrique, au sud du Sahara. Maintenant, moi je crois que ce qu'il faut relever ici, c'est que pourquoi elle ne peut pas être décisive cette fois, même à travers les financements? Parce que les financements bénéficient toujours à un individu. Je vais vous prendre un exemple très simple. En 2018, elle a financé certains candidats, moi je ne vais pas les citer ici. Bien sûr. Et après, il y a eu des scandales parce que les gens se sont assis sur l'argent, ce qu'ils étaient censés faire, et ils n'ont même pas osé faire un compte rendu de l'utilisation de cet argent. Et bien plus, ils se sont mis à narguer ceux qui les ont aidés à lever ces fonds. Donc vous voyez que il y a un problème de cohérence, comme l'a évoqué M. Niemek, parce qu'en fait, il faut qu'on soit cohérent de bout en bout. Si on vous apporte, c'est pourquoi. Qu'est-ce que vous, en retour, vous êtes censé apporter à cette diaspora? Il y a un blackout total là-dessus. Ça fait donc que s'il faut bipolariser la scène politique entre le mastodonte RDPC et tous les prétendus candidats à une élection présidentielle. Mastodonte entre guillemets, hein, parce que la force du RDPC ne se voit pas. Hein. Elle ne se voit pas. Non, vraiment, elle ne se voit. Non, vraiment, c'est subjectif. Honnêtement, si le RDPC n'avait pas toute l'artillerie qu'il a là, c'est-à-dire l'artillerie d'État, battre le RDPC n'est pas si difficile. Mais vous, renverser quelqu'un qui porte une arme. Vous faites un accro à vous-même. La réalité, c'est celle que vous dépeignez là. Et comme elle est une réalité, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais contourner ça, c'est organiser des élections normales. Hein. Moi, je crois que... Vous savez le travail que fait par exemple l'AT, non, pour empêcher que les élections ne soient normales. Non, ça, vous savez ça? Non, moi, il y a son représentant là. Mais vous savez ce qu'ils font pour qui? Non, on va essayer de continuer le débat. Qu'est-ce que vous proposez comme solution ce matin? En réalité, aujourd'hui, c'est que... On a compris les difficultés, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Non, au niveau de la diaspora, je crois que M. Niemek a commencé à le dire. Et c'est un travail sur lequel il faut repartir sur un travail de plaidoyer et unificateur. Ça veut dire vous rassembler et vous apporter des propositions. Parce qu'à partir qui ne soient pas partisanes. Et à partir des propositions. Oui, mais vous ne connaissez pas mon bord politique. Mais quand nous avons observé qu'il n'y avait pas des inscrits à la diaspora et que c'était un problème, voilà, nous avons présenté ça et ça a été validé et tout de suite le gouvernement a mis Eleka en mission. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire des propositions partisanes. Il faut faire des propositions qui rassemblent tout le monde et où tout le monde se retrouve. Et c'est sur ces propositions-là qu'on commence à faire la pression, le plaidoyer au niveau des institutions internationales, des pays amis, afin qu'il y ait des changements ici. Parce que tout compte fait, la machine Cameroun ne va pas s'enrayer ou ne va pas s'embrayer sous la seule volonté de quelques petits individus. Et bien plus, il faut mettre le Cameroun au centre. Pas le Cameroun qu'on énonce comme, je ne sais pas, comme des chansons. Voilà, le peuple, c'est ça. Donc il faut mettre le peuple au centre. Il y a deux peuples. Il y a deux peuples. Non, je veux dire, tu ne connais pas le vrai peuple. Les populations, si tu veux que je m'adresse ainsi, il y a au centre de l'intérêt des Camerounais. Parce que justement, et ça, il faut mettre le doigt où ça fait mal. Les gens ont polarisé l'affaire comme si c'est une affaire. La diaspora est égale au MRC ou est égale au RDPC. Merci. Il faut qu'on sorte de ces clichés-là. La diaspora, c'est les Camerounais qui sont allés se chercher à l'étranger et qui doivent revenir pour investir et contribuer au développement de leur pays. À partir de ces leviers-là, nous allons pouvoir analyser les problématiques qui nous limitent. Parce que le problème que le Cameroun et qui suscite tant de tensions, c'est un problème de développement. Nous sommes en arrière par rapport à notre potentiel. Et la diaspora peut être d'un très grand apport.
Et nous ne devons pas le négliger. Et l'une des choses que moi, je devrais dire à mes frères diasporiens, d'insister, c'est que la diaspora soit prise en compte. Par exemple, il y a une élection sénatoriale. Qui est des députés de la diaspora? Qui est des sénateurs de la diaspora? C'est des choses aussi concrètes. C'est là où on doit commencer parce qu'on vote le président à partir de la diaspora, mais on ne vote aucun député qui peut porter les problèmes de la diaspora. Et ici, on vous arrange des systèmes tels qu'il y a un parlementaire qui vient dans des options de clivage parler des problèmes de la diaspora. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Voilà, donc il faut qu'on évolue. Il faut qu'on évolue dans nos pratiques. Et ça rejoint donc ce que M. Niamek disait. Par exemple, l'absence également d'un ministère, hein, comme partout ailleurs. Le ministère n'est même pas aussi important que cela. C'est des mécanismes. Aujourd'hui, par exemple, nous militons, et ça a été dit au grand dialogue national de 2019, pour une agence transnationale. Parce que, voyez-vous, quand on veut parler des problèmes qui fâchent la diaspora, parce que ça, peut-être vous l'avez éludé. Ah, mais attendez, la corruption endémique, ce qui se passe au port, les questions foncières, parce que voilà les gros problèmes que les diasporiens ont. Et c'est ces problèmes-là qu'il faut aller résoudre de façon pratique. Parce que quand quelqu'un vient, il a 10 jours de congé. Mais pour que tu sortes un papier, on fait exprès d'attendre l'avant-dernier jour pour te dire qu'il va sortir dans 2 semaines. Soit tu payes des pénalités sur un billet d'avion, soit tu rentres pour revenir. Et c'est tout ça là qui nous crée des soucis et qui amène cette diaspora, parce qu'il faut aussi la comprendre. Hein. Ces gens qui marchent là, je ne suis pas totalement en train de les condamner dans le fait qu'ils expriment leur ras-le-bol, mais je dis, les problèmes dont ils font face sont de nature à amener les gens à poser ce type d'actes de violence. Voilà.